Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Marie Tortora, je suis avocate en France en droit du travail et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très épineux en droit français qui est le forfait jour. Je vais commencer ma présentation par vous présenter un petit peu ce système. Ensuite, on va aborder comment concrètement on met en place ce décompte du temps de travail dans l'entreprise. Ensuite, je vais vous parler du fonctionnement et des questions un petit peu pratiques. Et pour la fin, nous aborderons les obligations découlant de ce système du temps de travail. Donc la première question, c'est qu'est-ce que le forfait jour ? Le forfait annuel en jour, donc c'est un système français assez innovateur qui consiste en fait à décompter le temps de travail non plus en heures, mais en jours. Comme vous le savez peut-être, en France, en principe, la durée légale et normale du travail, elle est fixée à 35 heures par semaine. Avec ce mécanisme en fait, du forfait jour, on va venir décompter non plus le travail en heures, mais en jours. Et donc, tout ce qui va être temps de travail effectif, heures supplémentaires, ce sont des points qui, du coup, ne vont pas être abordés pour un salarié qui est au forfait jour. Alors, ce système du forfait jour, c'est un système qui est largement développé en France. Une étude de 2015, alors bon, là c'était il y a un petit bout de temps, donc il faudrait refaire une étude, mais montrer qu'aujourd'hui, un cadre sur deux est au forfait jour. C'est en fait un système qui a été créé en 2008, qui est aujourd'hui donc codifié donc, dans le Code du travail aux articles 3121-53 et suivants. Et c'est un système qui a fait en fait l'objet de nombreuses évolutions législatives et notamment qui a fait l'objet d'évolutions en raison de l'influence du droit de l'Union européenne. C'est donc poser la question en fait de la conformité de ce système de forfait jour avec le droit de l'Union européenne. Alors, à de nombreuses reprises, la France s'est fait taper sur les doigts par l'Union européenne, notamment en raison de ce système-là. Et il y a eu notamment des décisions du CEDS, donc qui est le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe, qui a, à deux reprises, considéré que la France ne respectait pas le droit de l'Union européenne avec ce dispositif. Le premier point qui a été abordé, ça concernait les durées maximales hebdomadaires de travail. Le CEDS, en fait, il considère que le système du forfait jour, il ne respecte pas la charte sociale européenne, puisque cette charte, comme vous le savez, elle impose en fait une durée de travail qu'elle juge raisonnable. Or, le système français du forfait jour, en fait, on peut avoir des salariés qui travaillent près de 78 heures par semaine. Et donc, l'Union européenne considère qu'en ayant un système de temps de travail qui fait que les salariés puissent travailler aussi longtemps, eh bien, ça ne respectait pas, si vous voulez, les prescriptions de la charte et du droit de l'Union européenne. Le deuxième point qui a été abordé par le CEDS, ça concerne la rémunération des heures supplémentaires. En fait, comme je vais vous l'expliquer, le forfait jour, c'est un système qui repose donc sur un nombre de jours qui est fixé chaque année. Les salariés ont la possibilité, en fait, de travailler plus de jours que ça, mais la loi française impose que dans cette hypothèse-là, donc les jours qui sont travaillés en plus sont majorés de 10%. Eh bien, le CEDS considère en fait que cette majoration de 10%, eh bien, elle n'est pas suffisante par rapport à la charge de travail de ces salariés. Alors, bien sûr, la pression, si vous voulez, du CEDS, c'est plutôt d'ordre moral que juridique, parce que les décisions que prend ce comité, ce n'est pas contraignant. Mais quand même, le droit français a écouté ses pays voisins et le droit de l'Union européenne, puisqu'il y a eu plusieurs évolutions législatives qui ont fait qu'on se rapproche le plus possible des préconisations de l'Union européenne en la matière. Alors, la question qui se pose, c'est quelles catégories de salariés peuvent être au forfait jour ? Est-ce que, concrètement, tous les salariés en France peuvent être au forfait jour ? Eh bien, la réponse est négative. C'est le Code du travail qui va fixer deux catégories de salariés qui peuvent conclure des conventions de forfait jour. Donc, qui sont-ils ? Ce sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable dans l'entreprise. Donc là, dans cette première définition, il faut avoir le statut de cadre pour pouvoir bénéficier du forfait jour. Mais il y a une deuxième catégorie de salariés qui peuvent bénéficier de ce dispositif. Ce sont les salariés
donc cadre ou non cadre, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Donc, comme vous l'aurez compris, peuvent conclure des conventions de forfait jour les cadres qui bénéficient d'une certaine autonomie. Alors du coup, c'est poser la question de la compatibilité, si vous voulez, entre ces cadres qui bénéficient d'une certaine autonomie et de la possibilité, en fait, pour l'employeur de fixer des directives et vraiment d'avoir son pouvoir de direction et de contrainte. Parce qu'il y a de nombreux salariés qui, en fait, ont attaqué leur employeur en saisissant les tribunaux en disant « Ah, mais moi, en fait, je ne pouvais pas bénéficier d'une convention de forfait parce que je n'étais pas assez autonome. » Alors, du coup, c'est toute une question, effectivement, de juste milieu. L'employeur qui a des salariés au forfait jour va pouvoir quand même leur imposer un certain nombre de choses. Donc, il va pouvoir, en fonction des nécessités de l'entreprise, leur demander d'être présent certaines journées où c'est impératif, d'assurer, par exemple, la fermeture d'un magasin, leur imposer de faire des permanences. Concernant les jours de congé, l'employeur, il va pouvoir imposer à ses salariés de prendre leur congé une certaine, par exemple, quand l'entreprise est fermée, etc. Donc, il y a quand même un certain pouvoir de direction qui demeure. Le plus important, c'est que le salarié reste quand même autonome et qu'il soit libre sur une journée de pouvoir organiser ses horaires de travail. Donc, par exemple, un employeur qui a des salariés au forfait jour, il ne va pas pouvoir leur imposer de travailler, par exemple, un minimum d'heures par jour. Vraiment, on se déconnecte complètement d'un décompte du travail en heures. Donc, un salarié au forfait jour va pouvoir se rendre dans la journée à un rendez-vous médical ou alors va pouvoir organiser sa journée comme il le souhaite. Il doit vraiment bénéficier d'une certaine autonomie. Le deuxième point, c'est comment est mis en place le forfait jour. Alors, il y a des garanties qui sont importantes et qui doivent être suivies. Pour pouvoir être mis en place dans une entreprise, il faut deux choses. Il faut un accord collectif, donc qui est un accord qui est négocié avec les organisations syndicales ou bien les salariés directement. Et il faut ensuite des conventions individuelles, donc il faut l'accord express du salarié. Donc, l'accord collectif, il doit déterminer plusieurs choses. Il doit donc déterminer les catégories de salariés qui peuvent du coup conclure une convention de forfait. La période de référence du forfait, donc c'est une période de 12 mois. Alors ça peut être du coup l'année civile, donc de janvier à décembre, mais il y a certaines entreprises qui comptent du mois de mai au mois de juin de l'année suivante. Donc ça, la convention collective va vraiment devoir déterminer cette période de référence. Le nombre de jours compris dans le forfait. Donc la loi fixe un maximum de jours, j'y reviendrai, mais l'accord collectif doit fixer effectivement le nombre de forfaits et il doit également fixer les conditions de prise en compte des absences. Donc par exemple, si un salarié est en arrêt maladie, comment du coup on va décompter son temps de travail et les modalités, c'est très important, du droit à la déconnexion. On le verra, c'est un des points très importants de ce sujet. Si jamais il n'y a pas d'accord collectif ou si jamais l'accord collectif qui a été mis en place ne prévoit pas tous les points que je viens d'évoquer, eh bien dans ces cas-là, l'employeur il va pouvoir mettre en place certaines choses, parmi lesquelles donc l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, les modalités selon lesquelles les salariés et les employeurs communiquent périodiquement sur la charge du travail, sur la rémunération du salarié et sur l'organisation de travail dans l'entreprise, et encore une fois sur le droit à la déconnexion. Donc ça, c'est le premier point. Donc il faut un accord collectif. Le deuxième point, c'est qu'il faut un accord individuel du salarié. Il faut que, soit dans le contrat de travail initial, donc au moment où le salarié va signer son contrat de travail, il y ait dans la clause relative à la durée du travail la mention du forfait jour, soit si jamais le salarié, par exemple, a été embauché aux 35 heures ou aux 37 heures ou aux 39 heures, on peut conclure un avenant à son contrat de travail, mais le salarié va absolument devoir donner son accord pour avoir recours au forfait jour. Et non seulement le contrat de travail doit le prévoir, mais également il doit apporter un certain nombre de garanties. Donc le contrat de travail, il ne peut pas se contenter de renvoyer par exemple à l'accord collectif qui a été conclu. Non, le contrat de travail doit reprendre un petit peu toutes les dispositions nécessaires
À défaut de quoi, le forfait jour devient inopposable ou nul, j'y reviendrai, et là c'est la porte ouverte à toute demande puisque le salarié peut demander le paiement des heures supplémentaires réalisées. Donc c'est comment là le forfait est mis en place. Maintenant concrètement, comment ce forfait fonctionne ? Donc, combien de jours le forfait peut prévoir ? Donc, c'est l'accord collectif ou la convention individuelle, je vous le disais, qui doit fixer le nombre de jours travaillés. La loi va fixer un maximum de jours. Donc, en France, c'est 218 jours. Et du coup, comment on obtient concrètement le nombre de jours travaillés par les salariés dans une année ? On prend le nombre de jours calendaires dans une année. On déduit le nombre de jours de repos hebdomadaires. Donc, généralement en France, c'est le samedi et le dimanche. On déduit les jours de congés payés et les jours fériés. Et on obtient du coup le nombre de jours travaillés par le salarié. La question s'est posée de savoir si on pouvait fixer un nombre inférieur au nombre qui avait été fixé. Et la réponse, c'est oui. On peut totalement prévoir ce qu'on appelle un forfait réduit, donc un salarié qui va travailler donc un nombre de jours qui est inférieur. Et cette question, elle a soulevé de nombreuses problématiques juridiques, et notamment une problématique qui était, est-ce qu'un salarié qui a un forfait jour réduit, il va être considéré comme un salarié à temps partiel ? Donc en France, tous les salariés qui travaillent moins que la durée légale du travail, donc moins de 35 heures, sont considérés comme des salariés à temps partiel. Donc il y a application du coup dans cette hypothèse-là d'un certain nombre d'obligations particulières pour l'employeur. Et donc s'est posé la question, et la Cour de cassation a eu l'occasion d'y répondre. Si par exemple dans l'entreprise, on a un salarié qui est à 210 jours, si jamais on a un autre salarié qui par exemple est à 180 jours, est-ce que les dispositions légales sur le temps partiel s'appliquent ? Eh bien, la réponse est non pour la Cour de cassation. Un salarié qui bénéficie d'un forfait réduit ne va pas être considéré comme un salarié à temps partiel. Alors, pourquoi c'est une solution qui a été rendue ? Eh bien, simplement, une des conditions légales en France pour les temps partiels, c'est que les contrats de travail mentionnent exactement les jours travaillés. Et la Cour de cassation, avec le système du forfait jour, a jugé en fait que c'était pas compatible et donc a décidé de ne pas appliquer la législation du temps partiel à ces salariés-là. L'employeur, il a donc certaines obligations et notamment, il va devoir suivre et assurer un décompte du temps de travail. Donc, le salarié qui est au forfait jour va devoir inscrire ses journées ou les demi-journées qui vont être travaillées et l'employeur doit garder ça dans un document pendant 3 ans qu'il doit tenir à la disposition de l'inspection du travail. Si jamais il a un contrôle de l'inspection du travail et qu'il n'a pas ce document, il s'expose donc à des amendes, donc c'est une infraction pénale, hein, donc à des amendes donc de 4e classe, donc 750 € maximum par salarié concerné par cette infraction. Donc on a vu qu'il était possible de fixer un nombre inférieur au forfait. La question se pose maintenant, est-ce qu'on peut prévoir un nombre supérieur ? Eh bien, la réponse, c'est oui. Un salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, et donc c'est très important, il faut vraiment l'accord et du salarié et de l'employeur, renoncer en fait à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire et avoir un nombre supérieur de jours travaillés. La loi fixe là encore une limite qui est donc 235 jours. Et donc concrètement, comment ça se passe ? Il faut conclure un avenant au contrat de travail. Cet avenant, il est valable que pour 1 an. Donc si c'est un système qu'on veut avoir, dont on veut avoir recours à répétition, eh bien il faut chaque année conclure un avenant. Et il faut prévoir du coup une majoration. La loi impose qu'une majoration à 10%. C'est d'ailleurs ce que je vous expliquais tout à l'heure, où ça fait partie des points qui sont largement contestés par le comité européen, qui considère que 10% ce n'est pas suffisant, puisque ce sont des salariés qui sont amenés à travailler plus en fait, et à renoncer à une partie de leur jour de repos. Comme je vous le disais, la période de référence, c'est l'année, donc de janvier à décembre. Se pose la question de savoir comment on calcule le nombre de jours travaillés pour un collaborateur qui va arriver en cours d'année. La loi ne fixe pas, si vous voulez, de méthodologie précise pour faire ce calcul-là. Ce qui est conseillé de faire généralement, c'est qu'en fait, on fait un prorata. Donc, si par exemple un salarié arrive au mois de juin, on va regarder du mois de juin au mois de décembre combien de jours fériés il y a, à combien de jours de congés payés il a le droit et combien de jours de repos hebdomadaires. Et en fonction de ça, en fait, on va calculer. calculer et on va faire, on va fixer un forfait.
Concrètement, se pose également la question de savoir comment on gère, si vous voulez, les absences ou les maladies de ces salariés qui sont au forfait. En principe, et c'est la règle en France, le salarié qui est absent, il ne récupère pas en fait ses jours d'absence. Donc toutes les absences rémunérées comme la maladie, le congé maternité, le congé paternité, les congés pour événements familiaux, ils vont être en fait, si vous voulez, déduits du plafond de jours travaillés. Donc un jour d'absence pour maladie, ça ne permet pas en fait d'augmenter le nombre de jours du forfait. Pour veiller à l'application de toutes ces règles, le comité social et économique, donc c'est l'institution en France donc qui regroupe les représentants du personnel qui sont donc élus pour 4 ans chaque année. Le comité social et économique, il doit être consulté chaque année au titre d'une de ces consultations sur la politique sociale de l'entreprise. Et pendant cette consultation, doit être abordée la question du forfait jour. Donc on doit faire un petit état des lieux du nombre de salariés dans l'entreprise qui bénéficient de ce mode de durée du travail et du suivi par l'employeur, si vous voulez, de la charge de travail, du nombre de jours travaillés, etc. Une des questions aussi qui se pose, et c'est une question très importante en la matière, c'est est-ce qu'un salarié au forfait jour, il est soumis à la législation relative à la durée du travail? Donc les caractéristiques principales en fait de ce forfait jour, c'est que le salarié, vous l'aurez compris, il n'est pas concerné par les 35 heures, ni par les heures supplémentaires. Et il n'est pas concerné par les limites maximales journalières, donc en France c'est 10 heures, et hebdomadaires, donc 48 heures. C'est aussi l'un des points dont je vous parlais tout à l'heure, où justement le comité européen considère que ce n'est pas conforme au droit de l'Union européenne, puisque ça aboutit en fait à avoir des salariés qui travaillent plus de 78 heures par semaine. En revanche, il y a quand même certains points de la législation française qui vont s'appliquer, notamment les repos quotidiens. Donc en France, on est obligé d'avoir un repos quotidien, un repos hebdomadaire de 35 heures. Donc ça s'applique bien aux salariés au forfait jour. Pareil, le système des jours fériés. En France, on a beaucoup de jours fériés, je pense que vous le savez. Ça s'applique également aux salariés au forfait jour. Et il y a aussi une particularité du droit français qui est la journée de solidarité. Donc, qui est en fait une journée de travail qui est non rémunérée, qui est en fait mise en place pour financer certaines actions, notamment en faveur de l'autonomie des personnes âgées, des personnes handicapées, etc. Et bien, cette journée de solidarité, elle est aussi applicable aux salariés qui sont au forfait jour. Alors, la dernière partie, et pas des moindres, donc les obligations qui découlent du forfait jour. L'obligation principale, et je dirais le piège, et là où qui suscite le plus de contentieux en France, c'est l'obligation de garantir la protection de la santé et de la sécurité pour les salariés au forfait jour. Donc, le forfait jour, il est valable sous réserve du respect donc, de ces principes de protection de la sécurité et de la santé. L'employeur, il doit assurer le respect donc, des durées maximales de travail, des repos, etc., etc. Il doit s'assurer que le salarié au forfait jour bénéficie d'une amplitude raisonnable, d'une charge de travail raisonnable et d'une bonne répartition dans le temps du travail. La Cour de cassation donc, a rendu un certain nombre d'arrêts ces dernières années, en s'appuyant notamment sur le droit de l'Union européenne, sur la charte de l'Union européenne, etc. Et elle a établi, si vous voulez, 3 règles qui dictent un petit peu toutes ces décisions. Petit 1, le droit à la santé et au repos, donc c'est au nombre des exigences constitutionnelles. Donc ce sont des garanties qui sont inscrites dans la Constitution française, qui est la norme la plus importante. Les États membres, ils peuvent déroger, si vous voulez, aux règles habituelles de la durée du travail, donc comme c'est le cas du forfait jour, sous réserve de bien garantir la sécurité et la santé des collaborateurs. Et donc, pareil, il faut assurer un suivi et garantir le respect des durées maximales de travail. Donc, concrètement, quelles sont les mesures à mettre en place par l'employeur ? Donc, si l'accord collectif, comme je vous l'ai dit, ne prévoit pas de dispositions particulières en la matière, l'employeur peut, au sein de l'entreprise, mettre en œuvre un certain nombre de choses. Donc, il doit établir un document de contrôle qui fait apparaître le nombre de journées et de demi-journées travaillées par les salariés qui sont au forfait jour. Donc, c'est l'employeur en fait, qui met à la disposition de ses salariés un tel document. Et ensuite, il appartient aux salariés de remplir ces documents quotidiennement ou mensuellement. L'employeur, donc, il doit s'assurer que le salarié au forfait jour bénéficie bien des temps de repos applicables dans l'entreprise et imposés par la loi. L'employeur doit, alors la loi impose un entretien
par an qui porte sur justement l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié, l'organisation du travail, la rémunération du salarié. Donc c'est un entretien généralement qui est fait au moment où on fait les entretiens annuels de performance, donc le moment où l'employeur et le salarié se réunissent pour justement discuter des performances. Alors, la loi impose en principe que ce soit un entretien distinct, donc ça ne doit pas être non plus mélangé, mais ce que font généralement les entreprises et ce qui est préconisé, c'est de faire une partie de l'entretien sur les objectifs, les performances du salarié, clôturer cet entretien et ensuite enchaîner sur justement s'assurer que le salarié ne travaille pas les week-ends, ne travaille pas pendant toutes ses vacances, n'a pas des horaires qui sont complètement déraisonnables, etc. Et ensuite, l'employeur, il doit définir et communiquer, alors en France, c'est souvent par le biais d'une charte, les modalités du droit à la déconnexion, et donc bien indiquer aux salariés de pouvoir se déconnecter. En pratique, plusieurs solutions concrètes peuvent être mises en place par l'employeur. Donc, le fait que le salarié déclare avoir respecté ses temps de pause. Il y a beaucoup maintenant d'outils qui sont mis en place. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont recours à des outils un peu de gestion RH sur le temps de travail, où les salariés en fait remplissent directement sur cet outil leurs horaires. Et bien, dans certains outils, ce qu'on peut voir maintenant, c'est qu'il y a des pop-up qui s'affichent où le salarié doit cocher en disant qu'il garantit avoir bien pris son temps de pause, ne pas travailler au-delà d'une certaine heure ou ne pas commencer tôt. Et ça permet à l'entreprise, en cas de contentieux, de montrer que le salarié a bien coché cette case-là. Alors, évidemment, se pose la question comment ça se passe si le salarié indique que non, il travaille tous les week-ends et tous les soirs très tard. Alors, donc ça, c'est une autre question, mais en tout cas, il y a certaines garanties qui sont accordées. Il y a aussi certaines entreprises qui ont recours à des déconnexions automatiques à distance. Donc, par exemple, dans certaines entreprises, les boîtes mail professionnelles et tous les outils professionnels se déconnectent automatiquement, donc par exemple, entre 21h et 8h du matin. Et donc voilà, donc il y a certaines pratiques qui sont mises en place parce que c'est un petit peu, si vous voulez, le piège de ce forfait jour, si je puis dire. C'est que du coup, généralement, on recourt au forfait jour, donc des salariés qui sont cadres, qui ont des durées de travail qui sont justement extrêmement importantes. Donc ça permet à l'employeur en fait de se sortir des 35 heures et du paiement des heures supplémentaires. Mais malheureusement, et la contrepartie à avoir, c'est que du coup ça aboutit à avoir des salariés qui du coup travaillent à des horaires qui sont complètement déraisonnables et ne bénéficient pas de temps de pause, de congés, etc. Pour veiller justement à la bonne application de ces principes, il y a des sanctions qui ont été édictées. Donc ça fait l'objet d'un grand nombre de contentieux ces quelques années. Donc la convention de forfait, elle peut être soit frappée de nullité, soit elle peut être privée d'effet. Donc quand est-ce qu'elle va être frappée de nullité? C'est par exemple si jamais il n'y a pas d'accord collectif. Comme je l'ai dit, c'était une des conditions impératives. Ou alors l'employeur n'a pas fait signer d'avenant à son salarié. Et bien dans ces cas-là, la sanction, c'est que la convention de forfait jour, elle est nulle. Il n'y a aucune régularisation possible. En fait, on fait comme si cette convention de forfait n'avait jamais existé. Et qu'est-ce que ça permet pour le salarié? Ça permet de considérer en fait que ce salarié, il est soumis à la durée légale du travail et donc il est soumis aux 35 heures. Sauf que s'il est soumis aux 35 heures, eh bien, il peut réclamer le paiement de toutes les heures supplémentaires qui ont été accomplies par le salarié. Il suffit que le salarié, par exemple, ait un système, c'est assez admis, donc soit est noté, c'est assez rare, ses jours de travail et ses horaires de travail de manière très précise. Généralement, dans les contentieux, ce qu'on voit, c'est que le salarié produit le premier mail et le dernier mail envoyé, ou produit ses agendas électroniques avec ses réunions. Et donc, dans ces cas-là, il bénéficie des majorations des heures supplémentaires. Donc, en France, il y a une majoration entre la 36e et la 43e heure, donc 25% de majoration sur son salaire. Et entre la 44e et la 48e heure, 50% de majoration. Pardon. En outre, en France, il y a aussi un système, on en parlait tout à l'heure, de contingent annuel d'heures supplémentaires, donc qui est fixé par la loi ou alors par les conventions collectives. Et donc forcément, si le salarié au forfait jour commence à réclamer ses heures supplémentaires et on s'aperçoit qu'il a dépassé ce contingent, il va également avoir le droit en fait, à avoir des paiements de ces dépassements, etc.
Donc cette charge de la preuve, en fait, elle est partagée, je dirais. Le salarié doit amener ce qu'on appelle un commencement de preuve par écrit, mais l'employeur aussi, et c'est pour ça que c'est très important pour lui de quand même tenir un certain décompte de la durée du travail, va devoir démontrer les horaires de travail de ce salarié, etc. Donc toute cette partie heures supplémentaires, enfin vraiment dans les contentieux, ça peut chiffrer très très vite. On a vraiment des contentieux avec des centaines de milliers d'euros d'heures supplémentaires qui sont réclamés par des salariés. Ils peuvent également demander des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Comme vous le savez, l'employeur il doit assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Et donc, quand on a justement des salariés qui travaillent à des horaires qui sont complètement déraisonnables ou avec des charges de travail excessives, qui travaillent pendant leurs vacances, pendant leur week-end, très tôt le matin, très tard le soir, eh bien, on considère que ça participe par exemple à des burn-out ou des choses comme ça, des arrêts maladie. Ils peuvent obtenir en plus de ça des dommages et intérêts justement pour violation de cette obligation de sécurité. Ils peuvent aussi obtenir des dommages et intérêts pour travail dissimulé. Donc ça, c'est une infraction qui est pénale. Pourquoi ? Parce que, en principe, l'employeur est tenu de déclarer toutes les heures supplémentaires qui sont réalisées par les salariés. Et là, comme le salarié est au forfait jour, l'employeur il ne va pas déclarer les heures accomplies au-delà de 35 heures. Et donc, il y a un risque aussi à ce niveau-là. Alors, en contrepartie, l'employeur peut, lui, quand il y a des contentieux comme ça, faire une demande il peut demander au salarié à titre ce qu'on appelle reconventionnel, le remboursement en fait des jours de repos qui auront été pris par le salarié à ce moment-là. Donc ça, je vous le disais, c'est la première sanction, donc c'est la nullité du forfait. La deuxième sanction, c'est le forfait peut être aussi privé d'effet. Donc, dans quelle hypothèse il va être privé d'effet ? C'est le cas, par exemple, quand l'employeur, justement, ne garantit pas la protection de la santé ou de la sécurité, ou alors ne prévoit pas l'entretien annuel dont je vous parlais, où on évoque la charge de travail, l'équilibre de vie professionnelle, personnelle, etc. Dans ce cas-là, la convention de forfait, elle est privée d'effet et elle est inopposable au salarié. La différence avec la nullité, c'est que, en fait, l'employeur peut régulariser, ce qui n'est pas le cas. Donc si par exemple pendant 1 an ou 2 ans, il n'a pas organisé d'entretien sur l'équilibre entre la vie personnelle et personnelle, mais que la deuxième année, il a organisé cet entretien, et bien du coup la régularisation est possible et le salarié pourra demander le paiement des heures supplémentaires pour la partie avant la régularisation. Ensuite, en termes de conséquences, si vous voulez un petit peu pratique, c'est les mêmes demandes qui peuvent être faites et du salarié et de l'employeur, donc paiement des heures supplémentaires, dommages et intérêts pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. L'employeur, lui, peut demander le remboursement des jours de repos. Donc ça fait de nombreux contentieux. Alors heureusement, il y a des délais de prescription qui sont applicables et un salarié ne peut pas demander 20 ans d'heures supplémentaires ou la nullité de son forfait. Quel est ce délai du coup de prescription ? Donc cette action en nullité ou en inopposabilité de la convention de forfait, elle est prescrite à 2 ans, donc parce que ça concerne l'exécution du contrat, et en France, tout ce qui concerne l'exécution du contrat, c'est prescrit par 2 ans. Par contre, tout ce qui va être paiement d'heures supplémentaires et plus généralement tout ce qui concerne en fait paiement de salaire quel qu'il soit, ça se prescrit par 3 ans. J'ai essayé de vous faire le plus condensé possible un résumé de ce système. Pour conclure, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est un système qui est aujourd'hui largement développé en France et largement utilisé. Mais il faut être quand même assez vigilant, surtout quand on conseille nos clients employeurs sur l'utilisation de ce forfait. Donc c'est très bien de l'utiliser, ça permet de s'affranchir d'un certain nombre de règles. Mais attention, parce que vraiment systématiquement, quand aujourd'hui on a des contentieux avec des salariés qui sont au forfait, qui par exemple vont venir contester leur licenciement, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir aussi, si jamais il n'y a pas eu toutes les garanties nécessaires, des demandes au titre de la nullité du forfait. Et dans ce cas-là, des demandes de paiement des heures supplémentaires qui peuvent, du coup, comme je le disais, faire des contentieux à des centaines de milliers d'euros. Je vous remercie de votre attention.